Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai casse-tête de la grammaire française, la fameuse différence entre les modes et les temps. Ça a l'air super complexe, mais en fait, on va voir qu'il y a une logique assez surprenante derrière tout ça. Allez, on va décoder ça ensemble. Alors, c'est parti, mode, temps, quelle est la vraie différence? C'est la question qui nous embrouille tous à un moment ou à un autre, mais la réponse, eh bien, elle est beaucoup plus simple qu'on pourrait croire. Pour y voir plus clair, tout repose en fait sur une seule et unique distinction. C'est la clé de tout. Et la voici, cette distinction. C'est vraiment le point crucial. Le mode, c'est la manière dont on présente l'action. On peut dire que c'est son intention, sa couleur. Alors que le temps, lui, il est beaucoup plus direct. Il se contente de placer cette action sur une ligne du temps. Passé, présent, futur, c'est tout. C'est vraiment la différence fondamentale entre le comment et le quand. Bon, commençons par le premier pilier, les modes. Pour bien comprendre, il faut vraiment les voir comme l'attitude du verbe. Ils ne sont pas là pour dire quand l'action se passe, pas du tout. Leur rôle, c'est de dire comment la personne qui parle perçoit cette action. C'est le mode qui va donner toute la nuance, toute la couleur. En gros, il répond à la question « Est-ce que cette action est présentée comme quelque chose de réel, de certain, ou alors est-ce que c'est juste un souhait, une hypothèse, voire même un ordre ?» Et c'est cette petite nuance, cette couleur, qui va changer complètement le sens de la phrase. Alors, le mode le plus courant, celui qu'on utilise tout le temps, c'est l'indicatif. C'est simple, c'est le mode de la réalité, des faits, du certain. Le train entre en gare, c'est un fait, c'est concret, donc indicatif, point. Et puis, à l'exact opposé, on a le subjonctif. Lui, c'est le mode de l'incertain, du subjectif, du personnel. On va l'utiliser pour tout ce qui est de l'ordre du doute, du souhait, d'une émotion, bref, tout ce qui n'est pas, ou pas encore, une réalité tangible. On continue avec le conditionnel. Lui, comme son nom l'indique, c'est le mode de l'hypothèse, de la condition. Il nous plonge dans un monde de possibilités. Si telle condition était remplie, alors tel résultat pourrait arriver. C'est vraiment le monde des SI. Et pour finir ce tour d'horizon, l'impératif. Ah là, pas de place pour le doute ou l'hypothèse. C'est le mode de l'ordre direct. Viens ici. C'est aussi pour un conseil ou une interdiction. C'est cash, c'est sans détour. Ok, donc ça, c'était le comment, l'attitude, avec les modes. Maintenant, passons logiquement au quand. Et pour ça, on a besoin des temps. C'est leur job de venir situer l'action sur notre bonne vieille frise chronologique. Et là, il y a un point absolument crucial à comprendre. Les temps ne sont jamais tout seuls. Ils n'existent pas dans le vide. En fait, ils travaillent toujours à l'intérieur d'un mode. Leur rôle, c'est de prendre l'action, qu'elle soit réelle, souhaitée ou hypothétique, et de dire si elle se passe dans le passé, le présent ou le futur. Et c'est là qu'on touche à toute la richesse et aussi la complexité du français. Parce qu'en combinant ces modes avec les différentes temporalités, on obtient 16 temps principaux. Oui, 16. Ça peut faire un peu peur, c'est vrai, mais c'est aussi ce qui nous donne une précision incroyable pour exprimer nos idées. D'accord, mais concrètement, comment tout ça s'assemble? Comment ces deux pièces du puzzle s'emboîtent? Eh bien, c'est quand on regarde la structure globale que la logique, tout à coup, devient limpide. Regardez bien cette répartition, elle est hyper parlante. On voit bien que les temps, en fait, ce sont des subdivisions à l'intérieur de chaque mode. C'est pour ça que l'indicatif, qui est le mode de la réalité, est de loin le plus riche, avec 8 temps. C'est logique, non? Pour décrire la réalité dans toutes ses nuances de passé, de présent et de futur, on a besoin d'une grosse boîte à outils. Les autres modes, comme ils expriment des choses plus spécifiques, un ordre, un souhait, eh bien ils ont besoin de beaucoup moins de variations dans le temps. Bon, maintenant qu'on a cette logique en tête, cette fameuse clé de décodage, on peut commencer à déjouer les pièges les plus courants de la conjugaison. Allez, on va se pencher sur deux exemples ultra classiques. Alors, premier piège, une erreur super fréquente, la confusion entre le futur simple et le conditionnel présent. On entend souvent « je viendrai demain », mais attention, le conditionnel, on l'a vu, c'est pour une hypothèse. Or, demain, ça indique une certitude, un plan. L'action est donc bien réelle. On est dans le mode indicatif. Et donc, il faut utiliser le temps du futur de l'indicatif, « je viendrai ». La petite différence de terminaison change tout le sens. Deuxième grand classique, la fameuse phrase avec « si j'aurais su » qui n'a jamais entendu ça. Pourtant, la règle est simple. Il y a même une petite astuce pour s'en souvenir. Les si n'aiment pas les ré. C'est tout bête, mais ça marche. Après un si qui exprime une condition, une hypothèse, on ne met jamais de conditionnel. La bonne formule, c'est donc « si j'avais su ». Et voilà, pour finir, la carte globale, l'aide-mémoire qui résume absolument tout. On voit vraiment bien comment chaque mode a sa propre petite famille, sa propre boîte à outils de temps. Et on remarque aussi une autre logique. Chaque mode a des temps simples, en un seul mot, et des temps composés, avec un auxiliaire qui servent souvent à marquer une action qui s'est passée avant une autre. C'est vraiment cette structure, cette architecture qui gouverne toute la logique de la conjugaison française.
Au final, on se rend compte que la question, ce n'est plus seulement de savoir bien conjuguer, c'est de savoir choisir son intention. En fait, à chaque fois qu'on prend la parole, on fait un choix de mode, consciemment ou non. Est-ce que ce que l'on dit est un fait, un souhait, une simple hypothèse ? La grammaire, ce n'est pas juste une liste de règles à apprendre par cœur, c'est une formidable boîte à outils pour sculpter nos pensées et les exprimer avec la plus grande précision possible.